Bienvenue au jardin vous est proposé par ARS, le fabricant japonais d'outils professionnels pour la taille, la coupe et l'entretien de vos jardins et de vos espaces verts. Vous avez besoin d'un avis, d'un conseil? Consultez-nous sur notre site www.ars-france.fr. News Jardin TV vous propose Bienvenue au Jardin, une émission 100% nature, animée par Patrick Mulan et Roland Motte. Bonjour à tous et très bienvenue sur News Jardin TV. Vous êtes dans le 26e numéro de notre grande émission podcast Bienvenue au Jardin. Nous sommes le samedi 9 octobre, mais comme c'est un podcast, eh bien vous pouvez aussi le regarder ou l'écouter quand vous voulez. En fait, voilà, c'est le lundi, le mardi, le mercredi, mais nous, on met en ligne tous les samedis parce que vous pouvez aussi l'avoir en direct de 8h à 9h, la possibilité de chatter ensemble. Oui, on va pouvoir se parler, on va pouvoir se donner des idées, on va aussi pouvoir s'échanger des amabilités seulement. Hein. non, en général, vous êtes très gentils et on est très content de vous retrouver. Et quand je dis on, c'est parce que nous sommes deux à minima avec Roland qui est à côté de moi. Bonjour Roland. Bonjour Patrick, bonjour à tous, bonjour les gens aimables. Ça va bien? Oui, ça va très bien, merci. Et dans ton jardin aussi? Oh bah oui, la vie est belle, elle s'écoule doucement. On attend l'hiver avec impatience, prêt à bondir. Il va nous faire croire qu'il est à la retraite. Ça s'écoule doucement, je fais rien. Vous allez voir, c'est pas tout à fait vrai. Nous sommes le 282e jour de l'année. Donc il nous reste combien de jours avant la fin de l'année? 83 jours exactement avant le nouvel an. T'es sûr? 82 jours et 12 heures avant qu'on fasse la bringue. Voilà. En fait, c'est ça qu'il aime. Ouais. Et puis c'est ça qui le rend sympa, de toute façon. Voilà. On est le 17e jour du signe astrologique de la Balance et le 18e jour du mois de Vendémiaire dans le calendrier républicain français. Et officiellement, c'est le jour du... Le jour du sarrasin. Alors, le sarrasin, impressionnant parce qu'il y a un paquet de noms pour le nommer. Lui, donc déjà, Phagopyrum esculentum, voilà pour le latin, mais sinon, sarrasin, renoué sarrasin, le blé noir, le blé de Barbarie, le bucaille, le carabin, le froment noir, le blé de Turquie ou la bouquette. Eh ben dis donc, c'est tout ce que tu as en magasin. C'est déjà pas mal. Pour désigner une même plante, une plante qui est arrivée en France au XVIe siècle et on l'appelait blé sarrasin parce que vous savez que à l'époque, les Sarrasins, c'était les infidèles, c'était ceux qui étaient en fait globalement les gens non européens. Ah oui, on globalisait, on s'embêtait pas. Puis ceux qui ne partageaient pas la même religion. À partir du moment où on pensait que la plante venait du Moyen-Orient, eh bien aussi parce qu'elle avait des grains de couleur foncée, ben voilà, c'était le blé sarrasin et qu'on appelait aussi les morts. Et d'ailleurs, c'est drôle, on l'a pas appelé le blé des morts. On aurait peut-être pu. Alors, Phagopyrum esculentum, c'est une plante qui est très proche des céréales. C'est une plante alimentaire. C'est une plante qui sert aussi bien à l'alimentation humaine qu'animale. Et puis, c'est une plante, si vous aimez la botanique, qui fait partie de la famille des Polygonacées. Qu'est-ce qu'on a dans les Polygonacées? Le Polygonum auberti, le Polygonum affine. Ouais, notamment les renoués. Sympas, là, oui. Tous les renoués, qui s'appellent d'ailleurs plus Polygonum. On apprend les noms et puis ça change. Alors, c'est une plante annuelle. Oui, annuelle, qu'on utilise d'ailleurs en engrais vert. Ouais. T'en as déjà fait? Non, jamais. Il nous fait croire qu'il est jardinier, en fait, il fait rien. Non, tu peux pas tout cultiver, il faudrait des hectares et des hectares. Et donc, elle peut être intéressante parce qu'elle prend de la place et puis ça permet de limiter un peu les adventices des autres plantes. Donc, voilà pour l'engrais vert, en tout cas. Alors, on en fait autre chose aussi. On en fait un paillis. Ah oui, paillis, c'est vrai. Le paillis des cosses de sarrasin. Oui. Alors oui, il m'arrive quand même d'utiliser 2-3 trucs. Oui, merci, c'est très gentil de ta part. On a cette cosse de sarrasin où il va falloir arroser, puisqu'on va mettre une légère couche. On arrose pourquoi? Pour qu'elle prenne son... C'est un peu de la... qu'elle s'envole pas au moindre souffle de vent. Oui, d'une part, puis d'autre part, elle va grossir, elle va faire un genre de croûte sur le sol qui va nous permettre de protéger justement comme un paillage. Alors moi, je l'ai essayé, c'est pas très beau. Ça... Un autre inconvénient, les oiseaux adorent ça, ils viennent vous le picorer et puis ils en mettent partout dans le jardin. Mais en revanche, ça a un autre intérêt, c'est que ça ne dure pas longtemps. Donc en culture potagère, par exemple, ça doit valoir le coup quand même de l'utiliser parce que vous allez pouvoir aussi l'incorporer au sol après parce que ça se décompose très vite et donc vous aurez un apport organique qui n'est pas nul du tout. Donc c'est une plante qui va mesurer...
Ça dépend de l'endroit où vous la cultivez. Ça peut faire entre 20 et 70 cm. Vous voyez, il y a quand même une marge. Les feuilles, c'est le cœur renversé. Et puis, elles sont un petit peu molles. La plante, elle est... non, c'est vrai ça que donne envie. ça Hein. manque de tonus un peu quand on regarde le Phagopyrum. Les fleurs, bon, ça casse rien. C'est petit, c'est blanc rosé. Mais ça fait une petite grappe. Et puis après, on va aussi utiliser quand même la partie des graines de cette plante pour se nourrir. Le Phagopyrum a été nommé en 1794, je pense que vous en fichez, mais sauf que le nom dérive de Fagus le hêtre, parce que les grains que l'on consomme ressemblent un peu au frêne. Ah Ils oui, sont la donc très bon la faine d'ailleurs. Ah bon, très bon à non, c'est manger, des trucs pour les cochons. Mais non, on ouvre ça quand ça tombe, on ouvre ça, on mange l'intérieur, c'est super J'ai bon. j'ai mal partout. Tu Alors, devrais goûter. quand même, sachez une chose, c'est que ce fameux sarrasin, c'est quand même le composant majeur de la De crêpe bretonne, Ah bon sang. ouais, la crêpe bretonne, oh, c'est tellement Quand loin. les galettes, Les galettes, ah oui. les galettes c'est bretonnes, vrai. donc les galettes, elles sont faites avec ce blé noir. Avantage, c'est que ça pousse dans n'importe quel type de sol. Et comme tu disais tout à l'heure, c'est quand même assez efficace pour lutter contre l'invasion des mauvaises herbes. Bah, c'est parce lui que qui envahit, dense. oui. Ouais. Alors, il y a une autre chose, une petite chose pour dire pour la fin, c'est que en Corée du Sud, on utilise l'écale, cette cosse de sarrasin que nous on utilise en paillis, pour faire bourrer les oreillers. Et parce qu'ils aiment bien avoir une certaine rigidité, je dirais. Alors moi, ce qui me gêne un peu là-dedans, j'ai l'impression que ça fait du bruit. Quand on bouge. Ah oui, puis il ne faut pas mouiller l'oreiller, sinon il va gonfler. Il a toujours vraiment des idées assez extraordinaires. On a a priori une question d'Apilide Disde. C'est ça? J'ai bien prononcé Apilide? Apilide. Apilide. Oui. Eh bien, il nous dit qu'il n'arrive jamais à faire germer un noyau d'avocat. Je vais reprendre, hein, puisque la dernière fois on a parlé de ça, un pépin d'avocat, bien sûr, vous aviez compris. J'ai dû essayer une centaine de fois, mais rien du tout, ça finit toujours par pourrir. Qu'en pensez-vous, Patrick? Parce que tu as fait une belle vidéo, je crois, sur le sujet. Nous avons fait une vidéo qui vous montre comment faire. C'est extrêmement facile pour faire germer un noyau d'avocat, normalement. Donc, vous nettoyez d'abord le noyau, vous le séchez, et puis on va le percer horizontalement. Nous, on met des allumettes, mais vous pouvez mettre ce que vous voulez, un petit bout de ferraille, pour le faire tenir sur un support. Alors, il existe même maintenant des coupelles ou des vases spéciaux avec le trou qu'il faut pour poser l'avocat, le noyau, enfin le pépin. Comme pour les jacinthes. Le vase oui, à mais ils sont jacinthe. plus petits. Oui, d'accord. Parce que sinon, si tu prends un vase à jacinthe, Oui, plouf, ça... l'avocat, c'est au fond du pot. Hein. Donc, oui, c'est gros comme ça. Ceux qui ont la vidéo, vous voyez, ça fait 3-4 cm de longueur, un noyau d'avocat. C'est beaucoup plus petit quand même qu'un bon gros bulbe bien charnu de jacinthe. Alors, on le pose de façon à ce que la base de la graine soit au contact avec l'eau. Le cul dans l'eau, on dit. Ouais. Alors, le cul, oui, juste le cul dans l'eau. Oui. Voilà. Et... je n'ai pas dit où on le met. Normalement, on le pose devant une fenêtre dans la maison, tranquillement. Bon, il n'y a rien d'extraordinaire. On vérifie quand même qu'il faut toujours que l'eau affleure. Parce que si, à un moment donné, il est sec, ou du moins, s'il est sec pendant une demi-journée, c'est pas grave. Mais s'il est sec pendant 3 jours, c'est moins bien. Donc, on remplit d'eau tout le temps. Et au bout d'un moment, alors le moment, c'est entre 1 et 3 mois. Et il faut être patient. Oui, c'est peut-être... Ça se fend. Et c'est vous avez le cas d'abord d'Apilide, là. Hein, la il n'a racine. peut-être pas entendu assez. Alors, non, mais là, je suis en train de vous expliquer la théorie. Ça, enfin, moi, j'ai déjà fait plusieurs fois, mais normalement, ça fonctionne comme ça. Donc, ça fend, vous avez la racine, puis après, vous avez la petite tige qui commence à pousser, et youpi, j'ai gagné, j'ai mon avocat, j'ai plus qu'à le replanter. Sauf que, ces derniers temps, toutes les tentatives que nous avons faites avec ma petite jardinière Nicole, ce sont des échecs totaux. Ah. On a eu beau les mettre dans la véranda, la condition parfaite, le truc le mieux possible, etc. Ça n'a jamais germé. On n'est pas très au courant dans nos pays de tout le travail d'amélioration variétale qui se fait sur des plantes exotiques. Parce que même si on arrive à cultiver des avocats sur la Côte d'Azur, par exemple, on n'est pas des pays producteurs d'avocats. Mais dans les pays producteurs, ils améliorent, entre guillemets, en permanence, les variétés. Il est probable, je dis probable, j'en suis pas sûr, que certaines soient stériles, comme certains hybrides.
C'est pas normal, si vous voulez, qu'on ait eu tous ces échecs. Donc j'ai recommencé là récemment, parce que ce que je voudrais, c'est vous faire une petite vidéo qui vous montre ce que l'on fait une fois que ça a germé. Mais il faudrait que ça germe d'abord. Alors il y a une autre solution, c'est quand même aussi d'essayer en terre. T'as déjà fait ça? Totalement par hasard, puisque je ne me suis pas amusé à faire le noyau, mais on a mangé des avocats. J'ai balancé les noyaux au compost. Voilà. Et on a un compost légèrement ajouré, en planche et légèrement ajouré. Et un jour, j'ai vu une tige carrément d'avocat qui sort. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'elle fout là? Et en contrôlant, mais c'était bien le noyau qui avait germé carrément. Le pépin, pardon. Oui. Le pépin qui avait germé dans le compost sans que je ne fasse quoi que ce soit. Mais vraiment en ne faisant rien. Mesdames, messieurs, ça s'appelle avoir la main verte. Parce que même avoir des plantes qui se développent quand on n'en veut pas, ça, il faut quand même le faire. Vous n'avez pas la main verte? Alors prenez-en de la graine avec nos paroles d'experts. Alors là, je suis heureux. Je suis heureux parce qu'on va vous parler de plantes que je pense vous êtes très nombreux à aimer. Et moi, que j'adore tout particulièrement pour une raison toute simple, c'est que ça s'adapte idéalement à l'exposition ombragée de notre jardin. Je veux parler des plantes de terre de bruyère, mais avant de parler des plantes, on va aussi parler de ce qu'est la terre de bruyère, ou de ce que l'on vous vend sous le nom de terre de bruyère, de façon à ce que vous vous y retrouviez un petit peu. Et pourquoi est-ce que l'on vous parle de ce sujet aujourd'hui? Eh bien, c'est que nous sommes, on va dire, un peu en avance sur la saison habituelle de plantation. On se rappelle... à la Sainte-Catherine, tout bois prend racine. La Sainte-Catherine, c'est le 25 novembre, exactement. Donc on n'y est pas encore. Mais bon, c'est un petit peu faux quand même, hein, ce dicton. Oui. Il est un peu trop précis. Là, nous sommes quand même que début octobre. C'est le tout début de la saison de plantation. Bon, on a parlé des bulbes la semaine dernière. C'est vraiment la pleine période de plantation des bulbes. Mais tout ce qui est plantes quand même à feuillage persistant, et notamment les conifères et les plantes de terre de bruyère dont on va parler, c'est vraiment le moment optimum si vous pouvez le faire. Revenons à la terre de bruyère. C'est quoi? La terre de bruyère, c'est une terre de décomposition, un peu comme du terreau, particulièrement acide, qu'on va pouvoir prélever pour la véritable terre de bruyère. Et on a aujourd'hui la terre dite de bruyère, qui est finalement, entre guillemets, une recette qu'on va faire avec beaucoup d'écorce de pin pour rendre un substrat finalement assez acide pour supporter des plantes de terre de bruyère. Alors dans la fausse terre de bruyère, enfin la terre dite de bruyère, on ajoute toujours du sable, hein, parce que il faut savoir que la vraie terre de bruyère, elle se forme dans les landes, donc il faut que ça soit d'abord un substrat siliceux, et après vous avez la décomposition naturelle des bruyères et des ajoncs qui font que vous avez l'apport humus, l'apport organique. Une terre de bruyère, c'est extrêmement acide, parce qu'on est sur des pH qui sont entre 4 et 5 maximum, et donc qui sont particulièrement adaptés à ce que l'on appelle les plantes acidophiles, c'est-à-dire qui aiment l'acidité. Cette terre de bruyère, il faut savoir que c'est un substrat très pauvre et qui convient bien au rhododendron. En revanche, attention sur souvent ce que l'on vous raconte et qui n'est pas vrai, les camélias, les hortensias, les magnolias ne se cultivent pas dans de la terre de bruyère pure. Il faut la mélanger soit à la terre de jardin, soit avec un terreau qui va quand même apporter plus de nutriments. L'avantage des rhodos, c'est que ça se nourrit de 3 fois rien. Et donc voilà. Alors, quelle est quand même la qualité ou la particularité intrinsèque de la terre de bruyère? Comme tu l'as dit, elle est cohérente, elle va bien pour ces plantes-là. L'inconvénient, c'est qu'on va la prélever dans la nature, donc on pourrait très bien dire ça pose un problème. Ce qui est important sur la terre de bruyère, c'est qu'elle soit aérée et qu'elle soit fibreuse. C'est-à-dire qu'elle ait des éléments, des morceaux de bois, des morceaux de racines qui soient à l'intérieur, de façon à ce que ce soit un substrat extrêmement filtrant. Autre chose qu'il faut savoir par rapport à ce que vient de vous dire Roland, c'est pas un véritable inconvénient que ça soit exploité dans la nature, du moins quand c'est fait de façon officielle. Parce que les gens qui vous vendent de la vraie terre de bruyère, c'est pas des margoulins qui sont allés la nuit gratter des endroits, etc. Ça se travaille avec les instances forestières par rapport à l'exploitation rationnelle et raisonnée de l'écosystème forestier. Et ils n'ont pas le droit, évidemment, de creuser tout ça en profondeur. On ramasse simplement la partie superficielle. C'est extrêmement contrôlé. Mais pourquoi est-ce que vous trouvez de la terre dite de bruyère? C'est parce que
le volume de consommation de demande est supérieur à ce que l'on peut réellement extraire sans abîmer l'écosystème. Alors, quelles sont les plantes qu'on va cultiver? Je disais pas les magnolias, pas les hydrangeas, pas les camélias dans cette terre de bruyère. On a oublié de préciser un tout petit détail, basique, très basique. Attention, basique, ça veut dire calcaire. Oui, mais justement, moi je suis dans une région très calcaire et j'ai souvent cette question, je comprends pas, mes rhodos tiennent pas, pourtant j'ai mis un sac de terre de bruyère et ils jaunissent au bout de 2 ans et finissent par jaunir. Et on oublie de préciser que ça ne pousse que dans des terres de bruyère, en tout cas pour les rhodos, les azalées, les gaulteria, c'est très joli, les skimias, les skimias, les myrtilles aussi, on parle de... Oh. Tiens. Alors, la myrtille est peut-être une des plantes les plus acidophiles. Dès qu'il y a moins de calcaire, ça veut rien. C'est même pas la peine, oui. Qu'est-ce qu'on a encore? Les calmias. Les calmias, j'adore. Ouais, c'est magnifique. C'est une floraison très printanière. Et là, le détail de la floraison est vraiment superbe. Et puis, les amamélis également. Alors, les amamélis, on peut les mettre un peu comme les camélias. Mélange de terre de bruyère et mélange de terreau. Il y a les bruyères quand même qu'on a oublié. Oui, c'est vrai. Ouais. T'as raison, on oublie toujours un truc. Il y a des plantes un peu moins connues. Le zénobia, le muguet en arbre. Je sais pas si tu connais ça. Je vois la floraison. Muguet en arbre, on a vraiment simple, des petites grappes de muguet sur un arbuste. C'est quand même joli. Et le cotoé. Le cotoé, on en trouve de plus en plus. Bon, il y en a qui ont des vrais feuillages panachés très beaux. Tu as oublié quand même une des plantes qu'on cultive le plus en terre de bruyère, c'est le pieris. Oui, parce que tu parlais de muguet en arbre. Et souvent, j'ai tendance à l'appeler aussi le muguet en arbre, le pieris, parce que la fleur ressemble vraiment à... Et une plante que je ne vous conseille pas, bien que ça soit merveilleux, et surtout au niveau du parfum, c'est le daphné. Et pourquoi je ne vous la conseille pas? Alors d'abord, c'est extrêmement toxique. Enfin, les rhodos aussi, même. Enfin, le daphné encore plus, mais surtout, ça crève tout le temps. C'est-à-dire que vous avez une plante, 1 an, 2 ans, 3 ans, et tout d'un coup... ratiboisé. Oui, mais tu n'as pas le droit de dire ça parce que même en plante en pot, simple le Daphné odorat, qui est parfumé, c'est une merveille et qui fleurit en hiver. Alors là, tu embaumes pas toute la maison. Est-ce que c'est une maladie ou est-ce que c'est un comportement génétique? Ça a ce qu'on appelle une apoplexie. Vous avez une plante, elle est jolie, et puis 1 semaine après, elle est morte. Ouais. Donc c'est quand même assez particulier, bon, il faut le savoir. On trouve du bois joli aussi dans les bois, hein. Dans les bois un peu acides, c'est pas tout à fait le même. C'est Daphné mesereum, celui-là, hein. C'est un autre Daphné. Alors, on va reparler plutôt de la plantation. Tu parlais, donc, j'ai un sol calcaire, j'ai des problèmes. Ben oui, parce qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est que l'eau dissout les éléments minéraux. Dans un sol calcaire, ça dissout le calcaire. Et donc, vous avez des infiltrations calcaires dans l'endroit où vous avez mis votre eau, même s'il est dans terre de bruyère. Donc, petit à petit, ça devient de moins en moins acide. Bon. Qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter ça? Soit vous faites un très grand trou, pas profond particulièrement, 50 cm, ça suffit. Mais large, 1 mètre, parce que les racines vont s'étaler. Et vous allez tapisser tout ça avec un feutre. Un feutre qui est donc un géotextile, qui est imputrescible et qui va laisser quand même passer l'aération. Il laisse aussi un peu passer l'eau. Alors de temps en temps, vous avez la chlorose, hein, ça jaunit. J'ai une autre technique qui est vachement mieux. Ah, alors j'écoute. On l'a fait chez nous, on avait quand même un terrain calcaire au départ. Surélevé, massif surélevé. Ah, oui. On étend sur le sol le fameux géotextile. On fait un petit muret qui peut être aussi un amas. Nous, on avait mis des traverses de chemin de fer, 50 cm de haut. Vous remplissez ça avec la terre de bruyère et vous en avez pour 15 ans. Oui, et c'est le seul moyen, parce que même le coût du sac ou du gros, des 3 sacs, 4 sacs, si vous voulez, mais c'est que les racines finissent par pousser. Normalement, il faudrait 1 mètre cube par arbre. Ça serait quand même la minimum. Bienvenue au jardin. Patrick Mulan, Roland Motte. Alors, dans nos actualités, que se passe-t-il dans ton univers, mon cher Roland? C'est vrai qu'avec l'automne, il y a quand même quelques nouveautés végétales qui arrivent. Delbar exquise Delzédor. Voilà ce nom de cette nouvelle poire des roseraies Delbar. En fait, il aurait dû l'appeler Deljador. Deljador, ouais, c'était plus sympa, mais ça c'est le nom commercial peut-être. Oui. J'espère qu'ils vont changer, qu'ils vont l'appeler Deljador. Alors, ils annoncent une jolie poire allongée à la robe bronze dorée. Déjà, ça donne envie. Ouais, bronze doré, on en a quand même pas mal. Par exemple, la passe crassane ou même la doyennée... Enfin non, pardon. Oui, c'est la doyennée du comice. Elle est bronze dorée quand elle est mûre. Hein. Ah ouais, mais pas si belle que la Delzédor. Et puis cette Delzédor, on va la récolter. Delbar exquise, hein, ils vont l'appeler quand même, hein, commercialement. Ah bon, d'accord. Bon, alors tant pis, on oublie Delzédor. Alors ça, Delbar exquise, c'est bien. C'est le nom pro, ça. Oui.
Donc Delbar exquise, on va la récolter mi-octobre à peu près et elle va se conserver assez longtemps jusqu'à fin novembre. Donc ils annoncent un arbre bien vigoureux et donc on va parler de la pollinisation. C'est important de la planter avec des petits copains à côté. Et donc ça va être beurré hardy, conférence, la Fertilia chez Delbar, la Supercomis Delbar, voilà. Et donc elle sort normalement en ce moment. On devrait commencer à la trouver dans les magasins. Parce que je vous rappelle, il faut toujours... pour les poiriers et les pommiers, avoir une variété pollinisatrice, donc, parce que ça ne se auto-féconde pas. Moi, j'ai un truc, oui, qui est pas mal comme idée d'ailleurs, c'est que Botanique est la première jardinerie à vous proposer une plateforme de service en association avec le site Mon Super Voisin. Donc en fait, si vous avez besoin qu'on vous plante les plantes que vous avez achetées, si vous voulez avoir un rempotage de plantes parce que vous ne savez pas, même aussi tout simplement monter des mobiliers de jardin, ou peut-être de temps en temps ça vaut quand même peut-être le coup, eh bien aujourd'hui Botanique vous offre la possibilité d'avoir ce service. C'est quand même super sympa. Donc tu demandes à ton voisin, mais en passant par le site Botanique. Non, Mon Super Voisin, c'est un site. Ah, un site organisé, justement comme si tu avais des professionnels ou des gens compétents qui venaient t'aider quand tu es dans la difficulté. Moi, par exemple, qui suis le plus mauvais bricoleur de la création, j'ai la chance immense d'avoir Georges, un super voisin, vrai celui-là, qui vient m'aider quand je ne sais pas. Attendez, écoutez, on va faire une aparté rapide. On a acheté un dévideur de tuyaux. Oh jusque-là, c'est quand même très simple. Ah bah non. Ah bon? T'as une boîte, et tu ouvres la boîte, t'as, je sais pas, 30 pièces là-dedans, avec une sorte de schéma de montage incompréhensible, et il faut se débrouiller avec ça. Tu peux me rappeler la marque? Je ne supporte pas. Non, mais ça, je gueule comme un âne devant les professionnels. Bon sang, vous nous vendez des produits, que ça soit du prêt à l'emploi et qu'on ne soit pas obligé de sortir de la faculté de bricolage numéro 1 pour être capable de monter les trucs qu'on a achetés en plus à prix cher. Il y en a où c'est quand même bien fait. Tu as même un petit QR code où tu peux avoir la petite vidéo de montage. Oui, mais la petite vidéo de montage, si tu n'as pas les doigts qui vont avec, ça va pas non plus. Non, je veux des trucs prêts à l'emploi. Va chez Botanique et tu vas Botanique, non mais justement, ils ont eu cette intelligence de voir qu'il y a des gens nuls comme moi qui ont besoin d'aide, et du coup vous allez en magasin, on vous abandonne pas, vous dites oui, je veux bien acheter un meuble de jardin, est-ce qu'on pourra me monter? Oui, il n'y a pas de problème, etc. Bon, c'est évidemment un service qui doit être payant, ils ne l'ont pas du tout précisé, mais en tous les cas c'est tout à fait intelligent, d'autant qu'ils avaient déjà commencé aussi à avoir un service de personnalisation, de réalisation de plans de jardin. Vous pouvez aller chez Botanique et dire, voilà, j'ai ce terrain-là, je ne sais pas du tout quoi en faire, je vois un beau jardin, eh bien, ils vous mettent en relation avec des professionnels. Donc ça, c'est une démarche intéressante de gens qui vont au-delà stricto sensu de leur travail de distributeur, ils pensent à leurs clients et ils pensent à leur donner un vrai service, et ça, c'est quand même très très bien. Alors du coup, maintenant que j'ai bien râlé, on va se prendre un tout petit café pour se faire plaisir, se détendre un moment, parce que je vous propose une page de publicité. Ça va chauffer avec le Green Power d'Ozlock. Des herbeurs électriques sans flamme et 100% naturels. Ozlock, conçu par des jardiniers pour des jardiniers. Prenez soin de votre jardin avec Oriange 3 en 1. La nouvelle innovation Solabiol. Insectes, acariens et maladies, un seul produit et c'est fini. Profitez de votre programme sans effort avec l'autoril d'Ozlock. Tuyau d'arrosage qui se réenroule automatiquement. Ozlock, conçu par des jardiniers pour des jardiniers. C'est Dom Lev qui pose une question. Avec la disparition du Roundup qui servait autrefois à être appliqué avant de retourner la terre pour la réfection d'une pelouse, il est difficile de nos jours d'avoir une levée de graines sans mauvaises herbes. Que me conseillez-vous, Patrick ? Bah non, que me conseillez-vous, Roland? Alors déjà, on peut dire que Roundup, d'abord, c'est une marque. Je pense que Dom Lev parle du glyphosate, qui était une matière active. Donc le Roundup, on le trouve aujourd'hui, mais avec de l'acide pélargonique. Donc il est rentré dans la norme, mais il s'appelle toujours Roundup. Donc soyez pas surpris de voir du Roundup dans les rayons. Et d'ailleurs, vous avez une vidéo sur News Jardin TV qui vous explique tout ça en détail. Non, mais c'est très intéressant de ne pas confondre les choses et puis de voir comment s'appliquent les désherbants d'aujourd'hui. Mais on ne peut pas vraiment dire que ça va avoir la même action. Je ne suis pas pour le fait, par exemple, de balancer du produit, même s'il est, entre guillemets, bio, enfin presque bio, sur
un terrain pour pouvoir en faire une pelouse. Comment tu ferais, toi? Déjà, c'est surprenant. Donc, on a de l'herbe, on passe un désherbant, et qu'est-ce qu'on va remettre? De l'herbe. On va semer Oui, de mais parce l'herbe. qu'on ne Donc, veut pas n'importe quelle herbe. oui, C'est-à-dire sauf que quand on veut une vraie pelouse de graminées d'ornement. Oui, sauf que quand on est à la campagne et C'est on impossible. mais on va pas empêcher les pissenlits de venir faire un tour par là. Et c'est vrai que Domley Moi, j'ai une va- solution. Hein. C'est quoi, c'est le goudron? Mais non, Ah bon, ça va, tu m'as fait c'est peur. le gazon en rouleau. Ah oui, le gazon en rouleau, effectivement, parce que lui va permettre d'éliminer un peu les herbes. Alors, il y a une deuxième indésirables. solution aussi qui est la patience. J'aime bien le mois de septembre pour faire une nouvelle pelouse plus que le printemps, parce que déjà, ça c'est la première indication. Au printemps, si vous semez, vous avez aussi tous les oiseaux qui viennent avec leurs petites graines vous en mettre partout, et là vous êtes sûr que vous allez avoir de l'herbe indésirable. Si vous retournez votre terrain, parce que dans le cas présent, vous avez une pelouse, donc qu'est-ce que l'on fait? On décape, on retourne. C'est-à-dire que toute l'herbe qui était en surface, on la met en dessous, elle pourrit, et ça va déjà apporter un élément organique. Bon. Mais on le fait courant avril-mai. Et après, qu'est-ce que l'on fait? Rien. On laisse passer les mois, mais on a l'œil attentif et la binette active. Et dès que l'on voit de l'herbe qui pousse sur le terrain, C'est le principe enlève. du faux semis, alors. voilà. Et au mois de septembre, là, quand on a bien retravaillé tout a été nettoyé, ben on va faire son semis de pelouse où on va poser sa moquette directement. Je pense que c'est la seule et unique solution. Ou alors, vous allez demander aux Anglais comment ils font. Vous cherchez la petite bête? Toutes les réponses dans le dossier de Bienvenue au Jardin. Alors là, je pense que ça va faire plaisir à notre ami Roland, tout simplement, parce que on va parler de citrouilles, de potirons et tout ça. Ah oui, les cucurbitacées, je peux dire ça? J'ai le Tu droit arrives de à le dire? Oui, les cucurbitacées. Bon, c'est bien. 800 espèces, je crois, hein, réparties dans 120 genres, donc ça fait quand même un peu de monde dans la famille. Mais surtout que tu as oublié un truc, c'est que ça s'hybride d'une façon absolument Ah oui. ahurissante, donc ça fait des milliers de possibilités. Alors, faut pas qu'on oublie de parler justement du semis de ces courges. Donc, les courges, eh bien, on va les récolter en ce moment. La première question, celle que nous avons souvent, c'est quand récolter nos fameux potirons et nos fameuses courges? Eh bien, Ah bah oui. eh ben, ça se récolte le plus tard possible, je te dirais, moi. C'est ce que je fais. Tu crois que c'est J'attends- pratique ça comme conseil? Non, mais chacun se débrouille. Et donc, Non, mais c'est-à-dire que pourquoi le plus Alors, tard possible avant la première gelée, c'est oui, ça? c'est ça, avant la première gelée, mais le plus tard possible pour que la courge en elle-même puisse, ou le potiron puisse grossir un maximum et puisse mûrir un maximum, même si quand on est en fin de saison comme ça, on a un peu moins de soleil, c'est un peu plus compliqué. Tu les laisses raccorder à la plante. Oui, raccordé à la plante. Donc là, il faut c'est continuer capital. à les alimenter. Bon, on les alimente pas. La plante continue à Oui, alimenter. le fruit. Et donc, il peut encore grossir, il peut encore, et surtout encore mûrir. Parce qu'on voit souvent, comme la végétation est d'une laideur infinie, à la mi-septembre, ça devient horrible. Ça se dessèche, c'est plein d'oïdium, etc. Il y a beaucoup de gens qui coupent et qui laissent les fruits sur le sol. Donc là, on va mettre, comme on fait sur les melons, on peut mettre une tuile dessous Oui, pour éviter qu'il y ait un contact direct avec la terre. Mais si on sépare, oui, il n'y a plus d'alimentation par la sève et donc ça grossit plus. Ce que l'on appelle courge dans notre langage, c'est un mot générique qui désigne quand même pas mal de plantes, que ce soit les courgettes quand elles sont petites, les citrouilles et les potirons. Hein. Si on remonte au XVIIIe siècle, les calebasses Ah oui. étaient intégrées au terme de courge. Donc aujourd'hui, on dit surtout donc, les potirons, les citrouilles, donc c'est-à-dire les Cucurbita pepo et Cucurbita maxima. Donc Cucurbita pepo, donc plante originaire d'Amérique du Nord, ça c'est intéressant quand même de se rappeler toutes ses origines, parce que si on était dans l'esprit de certains aujourd'hui de se dire « je ne mange que des végétaux de chez moi, des plantes bien de chez nous », il ne resterait pas grand-chose dans l'assiette. Donc, on a toutes les cucurbitacées comestibles, on va dire, sont originaires pratiquement toutes d'Amérique du Sud ou d'Amérique centrale, puisque en fait, la courge de Siam, d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi on l'appelle courge de Siam, puisqu'elle est mexicaine. Hein, salut Miguel. Et on ne sait pas pourquoi. Cucurbita pepo, qu'est-ce que tu cultives? Cucurbita pepo, la citrouille, la citrouille d'Halloween, parce que je l'aime bien. J'ai toujours un pied de jack-o'-lanterne. Mais ça, c'est rigolo, mais c'est bon? Non. Ah voilà. Oh non, c'est pas bon. Pour une fois, mesdames, messieurs, Roland cultive des choses qui sont pas bonnes.
Bah, et j'ai même des rosiers. Non, alors elle est intéressante parce que c'est vrai que c'est rigolo de la sculpter, c'est rigolo de la voir, et même c'est décoratif sans même la sculpter. On peut enlever le cœur, l'intérieur, pour en faire des petits trous, etc., mettre une lanterne dedans, mais même c'est joli à la culture. Et c'est parce vraiment... qu'elle, en plus, elle est un peu carrée, un peu cubique. Oui, Hein, les c'est- Japonais font ça, t'as vu? Oui, Oh, oui, c'est un truc de fou ça. On a les courges carrées. il y a quand même la courge spaghetti. Oui, T'en adorable. fais ça? Oui, adorable parce que c'est très très bon à manger. Alors on va la faire cuire d'abord, on va gratter un peu pour avoir ces filaments, Oui, parce oui. qu'on donne du spaghetti. Alors comme toutes les courges, faut accommoder. Hein. À la bolognaise? Si tu rajoutes pas, par exemple, Ah ouais, oui, comme un par- spaghetti, quoi. comme un Ah ouais. spaghetti. Et quand même toutes les courges, même les soupes de courges qu'on dit très bonnes, si tu rajoutes pas de la crème, du viandox, du fromage, du comté, du poivre, c'est vrai que des fois il y a moins de goût. À part les butternuts, mais là c'est encore un autre problème. Alors, dans les cucurbita maxima, on a quand même des plantes qui sont assez extraordinaires, puisque là, on est sur le potiron, et essentiellement. Bon, alors, le potiron de base qu'on voit partout, c'est le rouge vif des tempes. C'est un beau gros potiron, mais alors, il y en a des extraordinaires. Il y en a des bleus, là, le bleu de Hongrie, un peu bleuté. On l'a testé une fois, et alors il est très bon, Ah et, oui. puis décoratif, c'est Et le magnifique. galeux d'ésine. Le galeux, ça fait des cloques hein, Des- en ouais. surface, ouais. Mais c'est juste la surface ou c'est bon aussi dedans? C'est bon aussi, c'est Ah. bon aussi, mais encore une fois, on mange jamais une courge amère, mais ça on en parlera juste après. Et surtout, c'est bien quand c'est agrémenté. Je parlais de butternut tout à l'heure, mais Butternut en potage, c'est quand même bon. Et moi, ce que j'aime tout particulièrement, eh bien, c'est le potimarron. Tu l'aimes pas? oh, si j'adore. Parce Et- que ça, le potimarron, vous pouvez soit le manger en légumes, soit le manger en dessert. Et une tarte au potimarron, Oui. ça, c'est quand même bon. Alors, je voudrais quand même qu'on parle d'un truc de fou, qui est l'Atlantic Giant. Ah oui, le balèze, le grand, celui qui fait des concours et celui qui gagne dans tous les concours. Là, il y a des records de grands malades. Hein, Bien entendu, là, on est sur des courges qui sont simplement des courges à grand spectacle, Oui. je dirais. On n'est pas du tout dans l'idée de consommation. Et puis après, on vous dira quelques mots là-dessus. Sur la production, c'est un truc de dingue pour avoir ça. Parce que le record du monde, c'est quoi? Je crois que c'est 1190,5 kilos homologués au Guinness des records par Matthias Wilmenst, et c'était le 9 octobre 2016. Alors, j'ai pas trouvé de trace. Je suis allé chercher quand même en me disant, il y en a bien une qui l'a battu. C'est considérable. Hein. Ah ben une tonne, oui. Plus d'une tonne. Il y a de Bon, quoi le record manger. de France, c'est à un monsieur que je connais bien qui s'appelle Mehdi Dao, parce que j'ai eu le plaisir et l'avantage de présenter pendant plusieurs années en Vendée le concours de la plus grosse citrouille. T'as Et, fait ça, toi. C'est ouais, rigolo. mais parce que je travaillais pour TV Vendée, et c'était donc sponsorisé par TV Vendée, et on était au potager extraordinaire de la mode achat qui n'existe plus aujourd'hui, mais maintenant ils le font à La Roche-sur-Yon, c'est toujours en Vendée. Et l'année dernière, le 4 octobre 2020, monsieur Mehdi Dao, donc, qui est un manceau, il a eu une citrouille de 768 kilos, c'est quand même déjà pas trop mal. Ça va. Et ça, c'est le record de France. Alors, je vous disais, il faut quand même dire deux mots sur ces cultures invraisemblables, parce que comment Mehdi cultive-t-il sa plante pour obtenir ça? Oui, d'abord, il doit mettre un peu d'engrais. Elles sont en serre, Ah, ok. et il a une serre qui mesure à peu près 1000 mètres carrés, dans laquelle il y a un seul pied. Non, mais 1000 mètres carrés de serre? Non, 10 mètres carrés peut-être. Mais non. Mais c'est énorme. La plante, elle couvre une surface totalement là là invraisemblable. là là, mais oui. Enfin, il faut que la plante puisse s'étaler, et il ne garde qu'un seul fruit. Et dans la serre, il n'y a qu'un seul plant qui couvre, alors peut-être pas toute la surface, parce qu'il faut aussi qu'il puisse courir après. Oui. Et c'est des mètres cubes et des mètres cubes d'eau qui sont évidemment agrémentés de substances fertilisantes pour que la plante puisse grandir. Donc, c'est des plantes qui sont complètement poussées, mais il faut des techniques de culture extraordinaires parce qu'il ne faut pas que ça pourrisse. À cause du poids, la plante, elle peut complètement s'écraser sur elle-même. Enfin, il y a des choses de folie, mais c'est quand même intéressant de dire ça. Alors, quand même, au niveau des meilleurs, parce qu'il faut quand même terminer avec un côté un tout petit peu plus gustatif, je dirais que
La butternut, elle est bonne. On a parlé du potimarron. Il y a la Jack B. Ouais. Little. Très, C'est très tout bien. petit. Ouais. C'est tout petit. Vous Oui. la coupez, vous en faites des frites, ça c'est pas mal. Pour la soupe, la courge musquée de Provence. Faut Oui. essayer ça. En soupe ou alors au four, même simplement. Et elle est très bonne aussi. La Alors moi, un musquée truc de que Provence, j'aime ouais. pas, mais que beaucoup d'entre vous aiment, c'est le pâtisson. Oui. En gratin, il paraît que c'est bon. Et moi, j'ai eu du mal. Et puis, alors, ce qui est étonnant, très décoratif, mais a priori, c'est pas trop mauvais non plus, c'est de faire dans le giromon en forme de turban. Très joli. On le creuse et on fait une soupe à l'intérieur avec la chair. On sert carrément dans le fruit. Il sert Ça, d'assiette. ça, c'est rigolo. C'est pas tout ce qu'on peut dire sur les courges. C'est quand même des plantes qui sont frileuses. Donc on attendra le printemps pour faire des semis. Et pour terminer, quand même, Roland voulait dire une chose sur le fait, attention aux courges qui sont acides ou amères. Amères, oui, parce qu'elles peuvent être pollinisées en deuxième génération par les colocates, par Oui, exemple. ou des cucumis, ouais. C'est pas bon. C'est pas très bon, ouais, c'est pas très bon, mais ça peut être un petit peu Toxique, non. Ouais, Non, petit non, peu- c'est pas toxique. intoxication alimentaire Ah bah, peut-être. Ah non, ça devient des plantes qui ne sont pas comme ici. De toute façon, on le voit tout de suite parce que vous allez le goûter, vous allez dire ah, c'est pas bon. Et vous allez dire pourquoi cette année mes citrouilles sont pas bonnes. Bah, parce qu'elles sont simplement hybridées et que vous avez utilisé des graines qui étaient hybrides et vous le saviez pas. On a Donc, récupéré. acheter dans le commerce de graines, c'est beaucoup plus sûr. Je sais que certains vont dire ah, ils poussent à la consommation. Non, je pousse à la qualité et surtout à obtenir des choses qui vont vous donner une bonne satisfaction. Isabelle, coucou, nous a appelé. Elle nous dit, j'ai un Bilbergia nutans en pot à l'étroit. Je sais qu'il met des années avant de fleurir et je patiente, mais par rapport au feuillage, je n'arrive pas à constater de croissance. J'ai l'impression qu'il stagne. Pourriez-vous me donner les meilleurs conseils pour le cultiver en pot, voire en pleine terre? C'est une broméliacée, un Bilbergia, qui est peut-être une des plus rustiques que l'on peut avoir. J'en ai déjà vu dans certaines régions bien abritées qui étaient en pleine terre tout le temps. Ouais, enfin, les Alors- régions du sud quand même. Oui, mais il n'y a pas que le Grand Est dans ce pays. Non, On mais il y a quand aussi même- le nord, il y a aussi Oui, mais on a le quand même centre. on a quand même un littoral qui est assez extraordinairement Oui. développé, sur lequel il y a pas mal de gens qui peuvent cultiver des plantes que l'on ne s'attendrait pas à avoir, et c'est ça aussi qui fait la richesse, et puis je dirais parfois la curiosité ou l'intérêt de notre pays. Alors, Bilbergia nutans, ça s'appelle aussi les pleurs de la reine. Ah, pleurs de la reine, c'est Parce que les joli. fleurs vont retombantes, un peu comme s'il y avait des petites larmes comme ça. C'est vraiment très, très, très joli. Alors, ça fait une sorte de touffe. Quand c'est pas en fleurs, c'est pas forcément le plus beau. C'est très touffu. Ça fait donc des feuilles de broméliacées, hein, donc des feuilles comme des petits ilantia, Qui pique, etc. qui pique un petit peu sur les bords. Pas vraiment celle-là. Ce qu'il faut, c'est être patient. C'est une plante qui peut demander 6, 7, 8 ans avant de fleurir. Bon, ce qu'il faut, c'est ne pas l'arroser à l'eau calcaire, ça c'est très très important. Maintenir, quand il fait chaud, un peu d'eau au cœur de la rosette des feuilles, hein, puisque comme toutes les broméliacées, ça vous fait une sorte d'entonnoir, si vous voulez, hein, qui est naturel pour la plante, et se fait une sorte de petite réserve d'eau comme ça. Et puis pour avoir une fleur, il faut absolument une dormance hivernale. C'est pourquoi, quand on peut la laisser dehors, on la laisse, ou alors on va la rentrer plus tôt dans une véranda, dans une serre qui n'est pas bien chauffée, qui est hors gel quand même, et puis à ce moment-là, on n'arrose quasiment pas. C'est une plante qui est capable de résister au moins un mois sans avoir une goutte d'eau, et le fait de la mettre dans des conditions un peu difficiles comme ça, c'est ça qui va permettre à la plante de pouvoir fleurir. L'eau au cœur de la rosette, il faut s'en méfier l'hiver, hein, Oui. parce que Ah c'est ben, vrai que ça peut Non, rester... j'ai dit qu'en oui. hiver, on la laissait au sec. Oui. Donc ça veut dire qu'on ne lui Bon, met ça pas va. d'eau. Alors substrat très léger, très drainant, humifère, grossier. Ça veut dire qu'il faut que ça puisse avoir des fibres. On ne trouve pas suffisamment de terreau fibreux dans notre commerce jardin. Et ça, je le regrette. Mais sinon, donc, dernier conseil, si vous la laissez dehors, il faut être dans une région où il ne pleut pas trop l'hiver, où à ce moment-là, il faut la mettre à l'abri des pluies. Alors nous, on va se mettre à l'abri pendant quelques instants, parce que nous allons encore déguster notre deuxième café, Ah, dis donc. pendant que vous regardez une page de publicité. Parce qu'on devrait tous commencer la journée par un bol d'oxygène. Parce qu'il y a des réveils qu'on échangerait contre aucune grasse mat. Parce que mettre du beau partout, ça fait du bien tout le temps. Parce qu'une bonne promenade, ça fait battre deux cœurs. Parce que ça fait grandir de faire pousser quelque chose. Parce que le circuit le plus court, c'est entre votre jardin et votre cuisine.
Parce qu'il y a des rencontres qu'on n'oubliera jamais. Parce qu'un monde meilleur, ça commence d'abord chez soi. Et parce qu'on n'a jamais eu autant besoin de se reconnecter à la nature et à la vie. Truffaut, mettons plus de vie dans nos vies. Bienvenue au jardin. Patrick Mulan, Roland Motte. Mes chers amis, je sais que c'est pas toujours ce qui vous plaît le mieux, mais il va falloir aller bosser, parce que dans le jardin, on travaille quand même. Ouais, bosser. Mais surtout quand on arrive l'automne, souvent il y a des travaux un peu plus lourds à faire. On essaye d'éviter justement Il ces fait plus gros rien. travaux de labour, etc. Et puis quand tu dis aller bosser, il y a un petit plaisir à se faire parce que là, en ce moment, on va pouvoir changer un peu les balconnières parce qu'on commence à être à la bonne période. Là, on est début octobre et les magasins commencent à se remplir pour la Toussaint de plein de fleurs assez sympas. Et là, il y a du choix. Des chrysanthèmes. Ah ben des chrysanthèmes, alors en veux-tu, en voilà d'ailleurs. Il y a Ouais. toutes les sortes, il y a toutes les couleurs et c'est magnifique comme plante. Non, mais il y a toutes les plantes de saison qui ont un intérêt quand même. Hein. Alors, les bruyères, attention, parce que ce que l'on vous vend souvent en bruyère en ce moment, vraiment, celles qui sont érigées avec des grosses fleurs, ce sont des bruyères du Cap, c'est-à-dire des bruyères originaires d'Afrique du Sud, qui vont dégager à la première gelée. Donc c'est très très bien, parce que c'est spectaculaire, c'est joli, etc. Mais ça dure pas vraiment. En revanche, vous avez beaucoup d'autres plantes qui vont durer quand même un petit peu plus. Les chrysanthèmes, alors eux, c'est pareil, ils n'aiment pas trop la gelée. Mais les véroniques, c'est les hébés, hein, c'est pas la véronica, c'est les petits buissons. Moi, ceux-là, je les ai gardés. J'en ai encore 2 là, l'année dernière. Pourtant, on a eu quand même un hiver qui était un peu froid. Ça a bien tenu. Et ils ont fleuri en plus. Hein, ils ont Ah bah oui, refleuri, ils ouais. fleurissent, Ah ouais. bien sûr. Et puis les santolines, ça, increvable. Bah Enfin, oui, c'est pas que c'est ouais. increvable, mais Pas ça loin, tient partout. pas loin. Les mini-cyclamènes de Perse, ça, si vous avez un endroit un peu abrité, n'hésitez pas à en acheter dès maintenant, parce que vous allez avoir des fleurs quasiment jusqu'au printemps. Vous mettez par exemple sur un rebord de fenêtre. Si vous habitez en ville, que vous n'avez pas tellement de place, etc., vous achetez des mini-cyclamènes. Il faudra penser à les arroser, mais ça fleurit sans arrêt. Et en ville, comme ils gèlent presque pas, vous allez avoir une plante, vous allez acheter ça, 2 €, et vous en allez avoir pendant des mois. C'est quand même ultra rentable. Alors tiens, toi, tu fais de la division de touffes. La division de touffes, oui, parce que les vivaces commencent à prendre de l'ampleur, différentes vivaces, hein, qu'elles soient aromatiques ou décoratives. On va lui mettre des coups de bêche sur le nez. Enfin, quand je dis coups de bêche sur le nez, on sait que la division de touffes, c'est divisé sur tous les Vous voyez, racines. ils jardinent de façon élégante et Ouais. discrète. Bang. Bing, tiens, prends ça. Et donc, on va pouvoir en donner aux voisins, partager, surtout réduire la taille de certaines vivaces qui peuvent prendre de l'ampleur. Quand on a de la menthe, par exemple, là, on est bien embêté, donc on peut la réduire. La menthe, franchement, la menthe, faites-moi ça en pot, parce que c'est souvent devenu une galère dans un jardin. Alors, je l'ai limité. Moi, je l'ai mise à un endroit où, tu vois, je passe la tondeuse, il y a une allée, elle est juste à côté de l'allée, et elle se prend un petit coup de tondeuse régulièrement, et donc j'arrive à la limiter de cette façon-là. Mais avec la division de touffes, c'est vrai que c'est bien pratique. Et puis, on peut multiplier aussi, Ouais. mettre des vivaces un peu partout, et ça, c'est plaisant. L'avantage de la division de touffes, c'est que ça va vous rajeunir aussi la plante. C'est-à-dire que vous allez éliminer les parties les plus anciennes, celles qui sont un petit peu abîmées, etc. Et puis, vous prenez les plus jolies, les plus jeunes, et puis vous allez replanter ça à bonne distance. Ah, tu vas aussi tailler les noisetiers ? Oui, je taille les noisetiers. On a récolté l'an dernier un seau complet. On l'a encore pas utilisé. Il faut casser tout ça. C'est du travail. Pour l'hiver. Et donc là, je vais tailler parce qu'on a eu plein de rejets. On a un noisetier qui fait quand même, allez, on va dire 5-6 mètres de haut. Et donc, il rejette en veux-tu, en voilà. Et là, ça va me servir pour mes tuteurs. Donc, le noisetier est indispensable pour le potager, pour récupérer, dans un coin, évidemment. Oui, et à condition d'avoir la place qu'il faut. Oui. Bon, il y a des choses à faire quand même, on peut seulement arracher les bulbes d'été des fleuris, les cannas, les dahlias. Alors il y en a qui sont encore en fleurs dans les régions où il n'a pas encore fait un petit coup de frais. Vous pouvez parfois les laisser. Moi j'ai des très très belles surprises avec certains dahlias assez modernes, fleurs simples plutôt. Ils reviennent, vous savez pas comment, vous savez pas pourquoi. Ils sont là, ils ont passé l'hiver, donc on est sur des plantes, je pense, aujourd'hui, des générations plus améliorées, plus qualitatives, et qui peuvent rester en terre, à condition d'avoir quand même un sol assez drainant, et aussi d'éviter qu'il y ait des petits rongeurs qui se baladent par là. Des endives, t'en fais pas.
Non, c'est du boulot. Non, mais c'est vrai que c'est assez facile à faire. Une fois qu'on a les endives qui sont bien développées, on va pouvoir récolter les racines, les mettre dans un trou qu'on a fait dans le jardin ou dans une caisse prévue à cet effet. Je sais que tu en as fait un paquet, toi. Hein. Mais quand j'étais c'était quand j'étais à petit. l'école d'horticulture, on faisait des tonnes d'endives, on préparait les racines, etc. Bon, je pense que c'est plus facile, encore une fois, d'aller acheter ces endives dans le commerce. Non, mais à moins que vous ayez un très très grand jardin, ça prend de la place et tout ça, c'est un boulot de dingue. Bon. Si vous aimez, vous le faites. En revanche, ce que vous pouvez faire, si vous avez fait des cardons, c'est le moment de les blanchir et de mettre vraiment de la paille tout autour. Donc il y a plein encore de choses. On y reviendra aussi la semaine prochaine. Ah, nous allons faire un petit coup d'Instagram avec un jardin que Roland va vous présenter, que je connais parce que j'y ai fait un reportage que je n'ai pas encore publié, parce que je voudrais y retourner. C'est un jardin qui a beaucoup évolué, qui est très intéressant. En tout cas, moi, je vais te parler de leur Instagram. 1987 abonnés. C'est pas beaucoup, mais ça veut dire que ce sont des fans, des ultra-fans. En général, quand on a des comptes comme ça qui peuvent paraître petits, mais c'est déjà pas mal. Quand on est entre 1000 et 10 000 abonnés, c'est des petits comptes, mais il n'empêche que les gens sont très actifs. Je me suis abonné à leur compte et pour aller voir un peu les parutions, et on y voit de belles photos. Il y a autant du gros plan que la vue du parc, parce qu'il y a des buis, il y a des étangs. Ils ont fait ça en 2008 par un paysagiste, et donc il y a plein d'arbres, et les photos sont très sympas. Et on aime bien aussi voir les jardins, surtout dans ce cas de jardin de Pesselière. Voilà. Et donc là, on voit l'ensemble et c'est plutôt bien fait. En tout cas, leur compte est très sympathique. Donc c'est dans le Cher, et il y a une chose qui est assez rare dans les jardins privés, c'est qu'il y a un labyrinthe. Ah oui. Ici, juste devant la demeure, qui ressemble un petit peu quand même à un grand manoir, un petit château. Il y a beaucoup d'élégance. Et moi, j'avais connu ce jardin-là par Monsieur Cailleux, qui est donc les iris. Ah oui, bah oui, bien sûr. Et parce qu'il a fait planter toute une grande bordure d'iris. C'est un jardin intéressant, et tu me parlais du potager. Il a un potager qui est particulièrement étonnant. Donc moi, je vais vous parler de 2 livres. Un qui est un classique, Le Jardin mois par mois. C'est un livre que je vous conseille parce qu'il a été écrit par un journaliste que je connais bien, qui s'appelle Jean-Michel Groult, qui pendant des années a tenu la rubrique des travaux du mois de Mon Jardin, ma maison. Et quand on connaît bien cette revue, on s'y retrouve parce que globalement, il a repris, je pense, une grande partie du travail qu'il avait fait. C'est fait de la même façon. C'est vraiment pas mal. Hein. Vous avez toutes les idées. Bon, les bases à faire sans faute. Vous pouvez faire aussi, ça c'est le petit pense-bête comme on vous fait nous chaque semaine. Mais après, vous avez des idées avec des articles qui sont plus détaillés. Et puis plein de conseils qui sont au fil des pages, qui vous permettent, je pense, d'avoir une bonne idée sur la manière d'organiser son jardin. Donc c'est chez Ulmer, ça coûte 16,90 €, vous voyez, c'est pas tellement cher. Vous allez avoir tout le temps, l'automne, l'hiver, pour regarder tout ça, et vous apprendrez quand même pas mal de choses. Alors là, j'ai un autre livre que je vais offrir à mon ami Roland, parce que ça va lui plaire, qui est aussi écrit par quelqu'un qui est assez connu, qui s'appelle Denis Pépin. Ah oui. C'est certainement un des pionniers de l'agriculture, l'horticulture, le jardinage au naturel. C'est quelqu'un qui a une base scientifique costaud. Et là, il vous sort un bouquin, Stop aux maladies dans mon potager, à la fois avec des solutions préventives et curatives, mais uniquement bio. Et ça, c'est pas commode, parce qu'on n'a pas encore grand-chose, mais il y a plein d'idées. Bon, il y a notamment l'utilisation des huiles essentielles, etc. Et surtout, ce qui m'intéresse là-dedans, dans le conseil que je peux vous donner pour avoir ce livre-là, c'est que la personne qui a écrit ça, c'est pas du bidon. Donc il va vous avoir raconté des choses qu'il a soit expérimentées. Alors, après, il faut être sérieux. C'est pas non plus les résultats garantis d'avance avec ça sera magnifique et vous allez remplacer tous les pesticides qu'on avait utilisés jusqu'à présent. Non. Il y a des méthodes de culture. On est plutôt sur la concentration de l'équilibre plutôt que sur l'éradication. Mais c'est un livre qui est à 14 €. Donc, il ne faut pas le rater. Il y a énormément de choses là-dedans. Donc, mon cher Roland, j'ai le plaisir de te l'offrir. Et passe un bon moment à t'en délecter. Christophe B. Alors, B...
Bien. Alors, Christophe nous dit, j'avais récolté des graines de cosmos l'année dernière. Les fleurs avaient des couleurs variées. Or, et cette année, je les ai semées et elles sont blanches, sans aucune couleur. Savez-vous de quoi cela provient ? Je pense qu'on est toujours dans le même système d'avoir des problèmes génétiques, c'est-à-dire que vous achetez des plantes qui sont généralement des hybrides, surtout dans les fleurs aujourd'hui. Et quand vous avez des plantes en sélection de couleurs variées, c'est que généralement, vous êtes en F2. C'est souvent la deuxième génération. Bon. Donc là, vous ressemez ça et vous avez une grande partie des caractères des parents qui réapparaissent. Alors, c'est un peu bizarre qu'ils soient quand même tous blancs, qu'il n'y en ait plus aucun qui soit en couleur, mais globalement, c'est uniquement ce genre de phénomène, un problème de génétique. Bon, c'est pour ça, encore une fois, je sais que je passe pour un vieux dinosaure qui rabâche des trucs de l'ancien temps, mais ne récoltez pas systématiquement vos semences en espérant obtenir un truc extraordinaire, parce que la sélection variétale, c'est d'une grande complexité, que les variétés que l'on a aujourd'hui sont de plus en plus des hybrides d'hybrides de chez hybrides, et que si vous voulez avoir des couleurs bien spécifiques, eh bien, il n'y a que les professionnels qui peuvent vous les garantir. Donc, ça s'appelle la pureté variétale, et c'est tout un boulot qui est fait et qui est contrôlé en plus, parce qu'il y a vraiment un service de contrôle qui existe, officiel. Donc, l'année prochaine, si vous voulez des cosmos roses, vous achetez des cosmos roses dans le commerce. Cela dit, les cosmos blancs, c'est très joli. On peut faire un jardin blanc et c'est sympa aussi. Non, mais tu as entièrement raison. Simplement, moi, je réponds stricto sensu à la question. Voilà, vous en voulez des roses, ils sont blancs, ça veut dire que les graines que vous avez n'étaient pas adéquates, ou du moins pas en rapport avec ce que vous attendiez. Patrick, Roland, racontez-moi une histoire de plante, de jardin ou de jardinier. Mes chers amis, nous allons encore une fois, dans cette partie finale de notre émission, aborder des sujets qui sont à la fois passionnants, mais aussi complexes, et quelque chose qui, je dirais, étonne totalement, parce que ça montre à quel point la nature peut être merveilleuse d'ingéniosité, d'idées pour pouvoir optimiser tout simplement la survie des êtres vivants dans cette fameuse nature. On va parler des myrmécophytes. Waouh! Alors, c'est facile. Quand même, si on est allé voir la vidéo sur New Jardin TV avec Frédéric Potts, eh bien, on a tout compris et c'est ce que j'ai fait. C'est ce que tu as fait. Oui, nous avons eu l'occasion, avec Frédéric Potts, qui est le directeur du Jardin botanique de Nancy, de faire un sujet dans sa rubrique qui s'appelle Sciences végétales sur les plantes myrmécophiles, donc les plantes qui vivent en harmonie avec les fourmis. Et on va vous en parler aujourd'hui parce que le monde végétal est absolument extraordinaire. Et les myrmécophiles s'appliquent soit aux insectes qui vivent au sein de la fourmilière. Ça existe. Ça, on ne va pas en parler. C'est du domaine de la zoologie, mais sachez qu'une fourmilière, c'est pas que des fourmis. Dans une fourmilière, il peut y avoir des champignons, il peut y avoir d'autres insectes aussi. Mais qui vivent en copinage. Qui vivent en harmonie. Là, on va parler des plantes myrmécophiles. Et on sait aujourd'hui, on connaît environ 500 plantes. Alors c'est vrai que sur les 400 000 espèces du monde végétal, c'est pas beaucoup, mais qui ont établi des relations symbiotiques avec les fourmis. Ça veut dire quoi, une relation symbiotique ? Ça veut dire qu'on s'accorde ensemble, on s'échange des trucs. Tu me files un machin, c'est du troc, quoi. Oui, mais au bénéfice de chacun. Ah oui. C'est-à-dire que je ne te pique pas des trucs pour moi. Et oui, puis, mais voilà. Ça me rapporte quelque chose. Oui, voilà. C'est-à-dire que je te donne, tu me donnes. Si je te donne seulement, c'est pas une symbiose. Donc on est sur un équilibre, et ça, c'est quand même formidable. À quoi servent les fourmis pour les plantes ? Ah oui, pour les plantes, parce que j'allais te dire une question assez fréquente que nous pouvons avoir, et tous les deux d'ailleurs, c'est j'ai des fourmis dans mon jardin ou dans mes pots, comment je les vire ? Et on a tendance à prendre les fourmis comme un parasite qui vient nous embêter. On parle de plantes qui sont pour la plupart des plantes tropicales, les myrmécophiles, et qui vont avoir cette relation symbiotique. Quand vous voyez des
fourmis, des colonnes de fourmis qui grimpent sur vos arbres fruitiers ou sur vos rosiers, etc., la plupart du temps, il faut regarder parce que vous n'allez pas voir que des fourmis. Oui. Vous allez aussi voir des pucerons ou des tripes ou des cochenilles. D'ailleurs, pas plus tard qu'hier, on a regardé ensemble avec Roland un mimosa qu'on a dans le jardin. On voyait des fourmis. Ah! Et puis il y avait plein de cochenilles partout. C'était pas des cochenilles, c'est des monstres, c'est du popcorn. Mais là, donc, c'est des fourmis qui vont travailler pour elles. C'est-à-dire qu'elles vont chercher le miel là, elles se nourrissent. On peut dire que ce sont un petit peu des lanceurs d'alerte. C'est de l'exploitation même, c'est de l'exploitation de la fourmi qui vient piquer des trucs aux pucerons finalement. Elle les traite. Ah, c'est très très drôle. Que fait la fourmi? C'était pas trop le sujet, mais non. Tant pis, on y va quand même. Que fait la fourmi? Avec ses antennes, elle vient caresser le cloaque, c'est-à-dire donc l'extrémité du corps, on va dire le cul. Ah bah bravo. Du puceron. tout, je te caresse ton petit cucu. Et il sort une goutte de miella qu'elle s'empresse de prendre dans ses mandibules et elle les rapporte à la fourmilière où elle se nourrit tout de suite. Ah oui. Parce que en fait, ce miella est très concentré en sucre et ça permet à la fourmi de se nourrir. Il y a même certaines espèces de fourmis qui élèvent les pucerons. Elles vont emporter des œufs de pucerons dans la fourmilière, les mettre au chaud, en faire un couvain, et puis après les élever pour pouvoir les nourrir. Elles ont leur cheptel, leur bétail, ce sont leurs vaches à lait, si on veut. Alors là, c'est pas le cas, parce que les plantes là, vont souffrir, forcément. C'est pas le cas des myrmécophiles, finalement. Alors, les myrmécophiles, c'est pas du tout ça. C'est que la fourmi, elle, va servir de gardien, de soldat, pour empêcher les herbivores de venir dévorer sa plante. Mais comment elles font face à une vache, par exemple? Elles vont pas se battre... Alors, si tu as une centaine de fourmis qui viennent te piquer la langue, ça va pas être sympathique. Ah oui, ça calme. Ah oui. Les fourmis, quand elles sont un peu agressives, elles lancent des jets d'acide formique. Il y en a certaines qui mordent, parce qu'elles ont quand même des mandibules assez développées, mais la plupart, elles tirent de loin de l'acide formique qui te brûle, tu vois. On a toujours l'impression, quand il y a des fourmis qui nous passent dessus, à un moment donné, on se dit, tiens, elle m'a piqué. Ben non, souvent, c'est qu'une goutte d'acide formique qui t'a brûlé. Et là, donc, la fourmi fait ça. Quand la plante est attaquée, entre guillemets, par son prédateur, à savoir l'herbivore, eh bien, elle se dit, non, moi, je suis chez moi, hop, et je défends la plante. Elle y gagne quoi, la fourmi? Bon, elle fait sa défense, mais elle défend quoi? Ben, la fourmi, elle a fait son nid. Alors ça, c'est ce qu'on appelle de la coévolution. Ça demande des siècles et encore des siècles. Mais pour pouvoir obtenir le résultat d'aujourd'hui, on va regarder simplement ce qui s'est passé, la plante s'est transformée. Soit elle a des tiges qui sont devenues creuses, donc dans lesquelles les fourmis peuvent circuler. Soit même mieux, parfois ça s'est gonflé. Et il y a des alvéoles qui se sont faites. Oui, il y a des plantes comme les Myrmécodia, par exemple, qui sont des plantes totalement extraordinaires. On les voit grossir. Si vous allez à Nancy, au Jardin botanique, vous verrez ça. Si vous regardez notre vidéo, vous les verrez. Et à l'intérieur de ça, toute la colonie de fourmis, en fait, la fourmilière est dans la plante. Donc la plante s'est adaptée, elle a créé finalement un nid, un nid artificiel. Est-ce que c'est la plante qui l'a créé ou est-ce que c'est les deux en même temps? Ça, on ne sait pas. Mais globalement, le résultat est là. C'est qu'effectivement, il y a des cavités qui permettent aux fourmis, aux colonies, de vivre entièrement à l'intérieur de la plante. Donc elles sont protégées, elles. On ne les voit pas. Et elles se nourrissent aussi parfois de certaines sécrétions. Et la plante, de son côté, va profiter parfois des déjections des fourmis, donc des matières organiques qui se décomposent. Un véritable équilibre qui se fait entre ces végétaux et entre les fourmis. Alors, il y a plein de plantes myrmécophiles, il y a les acacias. Ça, c'est vraiment très connu. En Afrique, vous avez des acacias dont les épines ont gonflé, et à l'intérieur de ces loges, eh bien, il y a des fourmis, et quand la girafe, notamment, qui est une des plus consommatrices d'acacia, vient, elles ont des langues extraordinaires, les girafes, elles sont capables de s'enrouler autour des épines, et puis de tirer et de manger. Elles mangent des trucs avec des épines qui font 7-8 cm de long. Et à ce moment-là, la fourmi, elle arrive sur la langue, sur les lèvres, et puis elle va dire à la girafe, non, t'es pas bien ici, tu t'en vas. L'insecte défend l'arbre contre des attaques,
Et alors ça, c'est extraordinaire. Elle dévore les bourgeons des plantes grimpantes qui envahissent leur arbre. Ah ouais, mais ça va loin, là, oui. Elles le dévorent parce qu'elles aiment ça ou pour juste protéger la plante? Ça, on ne sait pas trop. Ah Alors, oui. est-ce qu'elle le consomme ou est-ce qu'on le nettoyage? Parce que Ouais. la fourmi est un insecte extrêmement propre. Hein. Ça vit dans des endroits qui sont toujours débarrassés de toutes les impuretés. Donc peut-être simplement elle considère que la petite tige de volubile qui arrive là, elle est pas propre. indésirable, c'est pas propre, j'élimine. Mais en même temps, la plante, elle est encore plus subtile que ça, parce qu'elle développe des organes particuliers, notamment à l'extrémité de ses feuilles, qu'on appelle des corbeltiens, et qui sont très riches en protéines, et que les fourmis vont venir dévorer. Donc elle alimente aussi ses hôtes. Alors quel intérêt de mettre ces trucs-là au bout des feuilles? Pour faire aller la fourmi là-haut ou juste pour la nourrir simplement? Je pense que c'est un problème purement physiologique, c'est-à-dire qu'elle est capable de fabriquer, entre guillemets, toujours des choses à l'extrémité. On voit bien comment ça se développe une plante. C'est-à-dire que vous avez le bourgeon et puis après vous avez la feuille. Ouais. Donc c'est mon explication. Je ne sais pas si on sait exactement aujourd'hui comment ça se fonctionne. Il y a des orchidées myrmécophiles, il y a des fougères myrmécophiles, et c'est surtout les rubiacées dont je vous parlais, hein, donc, qui ont développé dans ces structures, on les appelle des domaties, hein, ces structures dans lesquelles les fourmis viennent habiter. C'est quand même assez extraordinaire. Et puis il y a les plantes à urnes, donc les Dischidia, qui sont des apocinacées des Philippines, dont là c'est les feuilles qui sont creuses et qui servent aussi de nid aux fourmis. Ah oui, c'est ça l'urne, elles vont dedans. Elles vont dedans, et puis en fait les fourmis accumulent petit à petit des déjections de matière organique, et puis la plante va développer des racines adventives dans les feuilles creuses, et elles vont pouvoir comme ça absorber des minéraux qui leur ont été fournis par les fourmis. Fournis par les fourmis, oui, c'est voilà. facile à dire, oui. Eh ben, on terminera sur ce mot un petit peu bizarroïde de mon ami Roland. J'espère que ça vous a intéressé, passionné. Donc, je vous rappelle que globalement, sur la plupart des sujets que l'on traite dans cette émission, il y a des vidéos qui peuvent les accompagner. Vous les trouvez sur News Jardin TV. Vous mettez par exemple Fourmi News Jardin TV. Vous allez trouver, il n'y a pas de problème. En tous les cas, merci d'avoir été avec nous. On vous dit rendez-vous à la semaine prochaine. Roland, vous le trouvez partout, il n'y a pas de problème. Donc à très bientôt sur News Jardin TV et Bienvenue au jardin. Vous avez écouté Bienvenue au jardin avec ARS, le fabricant japonais d'outils professionnels pour la taille, la coupe et l'entretien de vos jardins et de vos espaces verts. Vous avez besoin d'un avis, d'un conseil? Consultez-nous sur notre site www.ars-france.fr.